RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission Dialectique. Alors aujourd'hui dans Dialectique, nous recevons le docteur Sébastien Dorper, chef du service de santé sexuelle au centre hospitalier de Lunéville, pour parler de sexualité et plus particulièrement d'éducation sexuelle chez les ados. C'est la deuxième partie de ce volet-là. Comment allez-vous, docteur ? Bonjour, et merci de m'accueillir. C'est un plaisir, c'est la première fois pour vous sur nos antennes. Bon, c'est une première, oui. Et on va essayer ensemble de répondre à plusieurs questions. Déjà, comment initier cette approche à la sexualité quand on s'adresse à des jeunes, à des adolescents ? Alors déjà, il ne faut pas avoir de tabou soi-même. Effectivement, certaines personnes peuvent avoir des tabous, peuvent avoir des difficultés à parler de sexualité. Donc il ne faut pas se forcer. C'est important de le souligner. L'éducation à la sexualité commence dès le plus jeune âge. En fait, un enfant, dès qu'il a l'âge de 3 ans, c'est important de commencer déjà à parler de son corps, de parler de ses parties intimes, que c'est son trésor, que personne n'a le droit d'y toucher. Vous voyez, ça débute très tôt. Et en fonction de l'âge, eh bien effectivement, on va avoir un vocabulaire qui va être adapté à l'enfant. Et on va petit à petit lui parler sans tabou, sans gêne, de son corps. Son corps va changer. Très souvent, les enfants, quand ils sont petits, quand ils interrogent sur comment on fait les bébés, en fait, l'acte sexuel les intéresse pas du tout. Ils sont vraiment sur le bébé, comment est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il grandit dans le corps, plutôt que comment on le fait au niveau sexuel. Donc beaucoup de parents ont peur, mais en fait, il faut pas avoir peur, il faut simplement expliquer les choses simplement. Et d'où vient cette peur ? Est-ce que on se dit, en tant que parent, des fois notre enfant est trop jeune pour aborder ce genre de questions, ou alors c'est un manque d'outils, on ne sait pas comment le faire ? Alors je dirais les deux. On a cette roue qui se perpétue, c'est-à-dire quand on est adulte et que nos parents n'ont pas parlé de sexualité avec nous, du coup c'est compliqué, on a cette gêne, on a ce tabou. Alors pour tous ceux qui sont fans par exemple d'Harry Potter, vous avez Voldemort, celui dont on ne peut pas prononcer le mot. Et en fait les gens qui ne parlent pas de sexualité, du coup ça devient un tabou. Et quand c'est tabou, du coup il y a une gêne. Et donc du coup quand on en parle, on devient rouge, on n'ose pas en parler. C'est comme Voldemort. Il faut oser en parler, il faut appeler un chat un chat. Et donc effectivement, chez un garçon, il faut arrêter d'appeler d'appeler Zizi, Zigounette, Moineau, tous les noms bizarres, et qu'au final personne ne comprend. Pipou, on entend un peu de tout. On entend un peu de tout. En fait, un pénis, c'est un pénis. Comme une main, c'est une main. Comme une tête, c'est une tête. Il faut parler d'anatomie. Donc un garçon a un pénis, une fille, elle a une vulve. Et puis, il n'y a pas de tabou. Et parfois, certains parents demandent à partir de quel âge on peut vraiment entrer dans des sujets un peu plus élaborés pour parler de sexualité avec les enfants, parce que au collège, notamment, des personnes comme vous, des infirmières, interviennent pour parler de sexualité. À partir de quel âge c'est plus approprié ? Alors, je vous dirais, il n'y a pas d'âge de plus approprié. Effectivement, si on commence tout petit, ça devient quelque chose de naturel. Et quand l'enfant a des questions, il va questionner ses parents et les questions vont pouvoir répondre. Alors, il y a une chose qui est importante à dire, c'est qu'on ne parle pas de sa sexualité, comme on ne parle pas de la sexualité de l'enfant. On va parler de sexualité. De façon générale, donc. De façon générale. Vous voyez, moi, j'interviens avec le Centre de planification d'éducation familiale dans les collèges. Et en fait, quand on intervient dans les collèges, on ne parle pas de notre sexualité. On ne parle pas de la sexualité des enfants. On parle de sexualité, du corps, qu'est-ce qu'on peut faire, des pratiques. Et enfin, chaque personne va pouvoir effectivement parler librement, sans parler de soi. Vous intervenez donc auprès d'adolescents. Il y a parfois certains clichés, certaines légendes urbaines qui perdurent dans l'inconscient collectif. Est-ce que vous avez été confronté à ça ? Je dirais que c'est notre quotidien. Les légendes urbaines, ça la vie dure. Aujourd'hui, vous voyez, on est en 2022, j'ai des patients qui sont majeurs, qui viennent me voir en consultation et qui pensent que la masturbation rend sourd, que la masturbation on peut entend souvent. provoquer Est-ce des que maladies. C'est vrai que la masturbation rend sourd ? Ça ne rend pas sourd, ça ne rend pas plus malade et on ne risque pas de mourir en découvrant son corps. Bien au contraire. On sait qu'effectivement, la découverte du corps, donc quand on parle de masturbation, ça peut faire peur. Effectivement, c'est simplement découvrir son corps. Donc un garçon, il va toucher son pénis, il va voir qu'effectivement, quand il le caresse, ça procure du plaisir. Une fille, c'est pareil, lorsqu'elle va se masturber, elle va découvrir sa vulve,
ses grandes lèvres, ses petites lèvres, son clitoris, et elle va voir que c'est des zones qui lui font du bien. Et en fait, il n'y a rien de toxique, il n'y a rien de dangereux. Bien au contraire, on sait que les gens qui pratiquent la masturbation sont plus épanouis, sont plus ouverts d'esprit, sont plus heureux. Enfin, la sexualité épanouie participe, on va dire, à un bon cadre de vie. On a des études canadiennes, par exemple, qui montrent que ils ont fait des enquêtes sur les gens, en leur demandant, dans votre pratique professionnelle, dans votre pratique personnelle, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien au travail? Est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que vous prenez des médicaments pour du stress, pour de l'anxiété, pour une dépression? Et en fait, les gens qui ont une sexualité épanouissante sont plus performants au travail, plus épanouis dans leur vie de tous les jours. Ils prennent moins de médicaments. En fait, on se rend compte que ça joue sur toute la sphère de la vie. Psychologique alors, c'est très lié au psychologique d'être épanoui sexuellement. Alors par exemple, l'épanouissement sexuel, c'est quoi? C'est être heureux, c'est avoir du plaisir et être capable d'être bien. D'être bien déjà avec soi-même et être bien avec les autres. Donc avant d'être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc il faut déjà connaître son corps. Donc les gens qui ne connaissent pas leur corps, c'est compliqué d'avoir une sexualité épanouie si on ne connaît pas son propre corps et comment il fonctionne. Vous voyez, c'est un tout. Alors donc oui, sur cette question de la masturbation, parfois aussi dans les clichés, on entend que faut éviter parce que sinon on peut devenir accro. Alors être accro, être addict au porno, on va dire c'est compliqué effectivement. C'est des pathologies où effectivement on peut les prendre en charge, on peut soigner les patients qui ont des addictions au porno, des addictions effectivement à la sexualité. Sur la question du porno, on va y revenir dans l'émission. C'est assez rare. C'est assez rare. La masturbation, effectivement, l'adolescent va se découvrir. Donc il n'est pas rare de voir que des adolescents se masturbent tous les jours. Alors la masturbation, ça a des effets positifs. Est-ce que c'est inquiétant que des adolescents se masturbent tous les jours, par exemple? Alors si c'est tous les jours, c'est pas inquiétant. Là où c'est inquiétant, c'est effectivement où ça envahit la sphère sociale, privée, où l'enfant ne fait plus que ça et ne sort plus, ne va plus au lycée, ne va plus au collège. C'est là où ça devient inquiétant. Mais un enfant qui, le soir, dans sa chambre, pratique la masturbation, il n'y a aucun souci. Ça c'est aussi difficile parfois pour les parents d'entendre ce genre de message, quand bien même ils viennent de spécialistes comme vous. Alors, comme je vous l'ai dit, les parents n'ont rien à savoir de la sexualité de leurs enfants, tout comme les enfants n'ont rien à savoir de la sexualité de leurs parents. Les enfants, on sait qu'il y a une période, vers l'âge de 5-6 ans, où tous les enfants, filles et garçons, vont toucher leurs organes génitaux. Donc le garçon va toucher son pénis, la fille va toucher sa vulve, et ils prennent du plaisir. En tant que parents, il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, c'est sale, c'est dégueulasse, il ne faut pas le faire ». Il ne faut surtout pas avoir ce comportement-là. Parce que derrière, ça peut créer des traumatismes et l'enfant n'arrivera pas à se développer. Et après, à l'adolescence, à l'âge adulte, on a beaucoup de pathologies, on va dire, d'ordre sexuel qui peuvent se développer parce qu'effectivement, ils n'ont pas appris leur corps. Par contre, les parents peuvent dire à l'enfant, c'est ton corps t'appartient, tu as le droit de le toucher, de le découvrir, mais tu vas le faire dans ta chambre, avec la porte fermée, et tu ne le fais devant personne. Parce qu'il y a aussi ça comme souci, le parent qui surprend son enfant en train de se masturber, on peut comprendre qu'il soit perdu et ne sache pas quelle attitude adopter. Qu'est-ce que vous conseillez à ce parent-là? Alors déjà, il y a des règles qu'il faut avoir. C'est-à-dire, un enfant, c'est pas un objet, ce n'est pas un animal. Un enfant, il doit avoir aussi le droit d'avoir des moments d'intimité. Quand il prend sa douche, quand il est capable de se laver tout seul, les parents ne doivent pas l'accompagner jusqu'à 15-20 ans à être dans la salle de bain. L'enfant, quand il est dans sa chambre, on ne rentre pas dans la chambre. Même si effectivement on vit chez les parents doivent toquer. Et l'enfant doit dire « oui, tu peux rentrer ». Vous voyez, c'est aussi important de mettre des règles. Ce sont des habitudes en fait. C'est des habitudes à prendre. D'accord, très bien. Eh bien, on va revenir sur ces habitudes, d'autant plus que certains parents ont déjà surpris leurs enfants pour la première fois. Et la première fois, c'est le titre qu'on va écouter, c'est le morceau de Liv Delestal, tout de suite sur RCN 90.7. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 avec le docteur Sébastien Dorper, chef du service de santé sexuelle au CH de Lunéville. On parlait de comportements à adopter quand on est parent, lorsqu'on surprend son enfant en train de faire l'amour ou en train de se masturber. On va aussi revenir sur cette question de première fois, comme on vient de l'entendre dans ce morceau de Liv Delestal. Mais d'abord, quels outils sont à disposition des parents pour aider accompagner les enfants tout en prenant de la distance, bien sûr, sur cette question de la sexualité? Alors aujourd'hui, on a de la chance.
on a plein de livres qui abordent de la sexualité pour les enfants. Et en fait, on a par tranche d'âge. Très souvent, on a des livres pour les 3 à 4 ans, des livres pour les 5-6 ans. Et en fait, par tranche d'âge, on va avoir plein de petits bouquins qu'on va pouvoir acheter et donner aux enfants pour lire ou les lire avec eux, c'est important. Des histoires sur le corps, des questions que les enfants peuvent se poser dans la salle de bain, à la puberté. Qu'est-ce que les règles? Les premières éjaculations, les premiers poils, le corps qui change. Et en fait, on a des super outils. Donc, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous demandez des livres pour éduquer les enfants. Alors des fois, on n'a pas envie d'aborder le sujet avec les enfants, et du coup, on va leur donner le livre, et quand ils seront prêts, quand ils seront seuls, eh ben, ils vont pouvoir le feuilleter. Et derrière, s'ils ont des questions, ben, ils pourront parler aux parents. C'est une question aussi de barrière, de respect, un peu de l'intimité. Hein. C'est assez délicat de rentrer dans ces sujets-là. Donc, ce que vous conseillez, c'est vraiment d'acheter ces bouquins quand on est parent, de les feuilleter soi-même et de les laisser à disposition des enfants, qu'ils puissent, eux, dans leur intimité, se renseigner et s'informer avec des points de vue de professionnels, quoi. C'est ça. Et chaque livre, en fait, est adapté à l'âge de l'enfant. Donc, effectivement, il n'y aura pas de mots crus, de mots vulgaires. On va à chaque fois accompagner l'enfant, quand il grandit, avec un vocabulaire adapté. Alors, on a écouté tout à l'heure, il y a quelques minutes, ce morceau de Liv Delestal, la première fois qui marque quand même quelque chose. Quelle importance elle a dans la vie de tout individu, cette première fois? Alors, cette première fois, elle est importante, parce qu'effectivement, on va s'en souvenir. Les autres qui vont suivre, on s'en rappelle pas toujours, mais par contre, la première fois, vous demandez à n'importe qui, tout le monde se souvient de la première fois. Et comment on va s'en souvenir toute sa vie? Eh ben, c'est important que la première fois se passe bien. Donc, du coup, il faut toujours Comment faire pour qu'elle se passe bien, justement? Alors, il faut rassurer les jeunes, parce que la première fois, effectivement, elle doit pas être forcée. D'accord? Très souvent, des jeunes sont en couple, et puis il y a un des deux qui va dire à l'autre, bon allez, si tu m'aimes, eh ben, il faut que tu le fasses. Non, ce n'est pas une preuve d'amour de se forcer à avoir des rapports sexuels. Le rapport sexuel doit être consenti. C'est-à-dire que les deux personnes qui vont avoir un rapport sexuel doivent être d'accord. Et même si on commence un rapport sexuel et qu'on se sent finalement pas prêt, on a le droit de dire non, on a le droit de revenir en arrière. Il ne faut jamais se forcer. C'est important. Cette première fois, il faut effectivement connaître déjà son corps. Il faut avoir des connaissances sur le corps de l'autre. Et puis, ça va être un moment de partage, de découverte entre les deux personnes. Ça, c'est vraiment important. La première fois, beaucoup de jeunes me disent « ça fait mal ». Non, ce n'est pas vrai. La première fois fait mal parce qu'effectivement, ils ne sont pas préparés. Vous voyez, nous, les enfants, on leur explique, on fait un peu des cours d'anatomie, de physiologie, pour expliquer comment le corps fonctionne. Un garçon, quand il est excité, il a une érection en quelques secondes. 3, 4, 10 secondes, ça va tout de suite. Il est prêt à avoir un rapport sexuel. Une fille, eh bien du coup, une fille, on a aussi les corps caverneux spongieux, en fait, qu'on retrouve dans le pénis, on va les retrouver aussi au niveau du clitoris chez la fille. Et en fait, le clitoris, aujourd'hui, on sait que le clitoris, quand on le regarde en 3 dimensions, ce n'est pas que le petit appendice qu'on va retrouver au niveau de la vulve en haut, c'est quelque chose de plus profond qui va entourer le vagin. Et en fait, le clitoris va se remplir de sang. Et en fait, ça va provoquer une lubrification chez la femme. Donc un garçon, quand il est excité, il bande en 2-3 secondes. Une fille, quand elle est excitée, pour que ça soit bien rempli de sang et que du coup on ait une bonne lubrification au niveau vaginal, il faut compter entre un quart d'heure à 30 minutes. Donc on a des jeunes qui se déshabillent et au bout de 5 minutes, ils veulent commencer à pénétrer. Non, ce n'est pas possible. Alors que la fille n'est pas, quand c'est une fille en l'occurrence, n'est pas prête à... Elle n'est pas prête dans les 3 secondes. Donc en fait, on a une différence. En termes d'égalité, je suis le premier à me battre pour que les hommes et les femmes soient libres, soient égaux en droit. Ça, c'est indéniable. Égaux en salaire. On est égaux dans tout, sauf dans la sexualité. On n'a pas le même fonctionnement et on n'est pas prêt au même moment. Donc du coup, effectivement, il faut prendre son temps. Donc la première fois, il faut être prêt, il faut être motivé, il faut avoir envie de le faire. Il faut que l'autre ait envie. Et puis, il faut prendre son temps. Arriver à découvrir le corps de l'autre. Arriver à prendre du plaisir. Arriver à ce que les deux soient excités pour que justement, ça ne fasse pas mal. Et est-ce qu'il y a une méconnaissance du corps féminin? Parce que c'est vrai que sur l'anatomie, même dans les livres en SVT, moi je me souviens quand j'étais au collège, on découvre ces corps nus. Donc il y a l'homme avec le pénis apparent. Pour la femme, bon, c'est un peu
plus compliqué? Est-ce qu'il y a une méconnaissance, par exemple, même du clitoris, de l'endroit où il se trouve? Est-ce que ça aussi, ça ne cause pas parfois des soucis lors de la première fois et même pour des personnes adultes par la suite, quoi? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Effectivement, lors des premières fois, alors première fois et autres, effectivement, par rapport au corps de la femme, il y a déjà le côté historique. Le clitoris en 3D, on l'a dans les livres scolaires que depuis quelques années. Donc, quand on était à l'école, au collège, à 10, 15, 20, 30 ans, ben, le clitoris, personne ne savait ce que c'était. Et encore moins que c'était en 3 dimensions et que ça entourait le vagin. Donc du coup, Ce qui crée des lacunes pour des personnes qui ont grandi dans cette génération-là. Mais c'est clair, ils ne savent pas comment c'est fait. Donc aujourd'hui, on arrive petit à petit à y remédier et à permettre aux jeunes d'avoir cette connaissance. Donc ça, il y a le côté effectivement connaissance historique qui fait qu'on ne connaît pas. Ensuite, il y a le côté anatomique. Le garçon, quand il est déjà dans le ventre de sa maman, il va déjà toucher son pénis. Donc le garçon, en fait, caresse son pénis déjà dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la maman, il a déjà des érections. C'est quand il le touche, ça fait du bien. Et les petits garçons, très souvent on change les garçons, quand on change la couche du bébé, bah des fois on voit que les garçons ils ont des érections, et quand ils font pipi, bah, ça part partout, et du coup c'est un peu plus compliqué. Donc les garçons, ils ont la connaissance depuis tout petit, ils ont leurs organes génitaux qui sont à l'extérieur. Donc on s'amuse, on joue avec, je dis toujours autour de moi, le garçon, son pénis c'est comme un ami, depuis qu'il est né, il est avec, il le connaît. La fille c'est plus compliqué, les organes génitaux sont à l'intérieur, sont cachés entre les jambes. Donc si on ne lui permet pas de s'explorer, de découvrir son anatomie, et que vous avez des parents qui vont vous dire non c'est sale, on n'a pas le droit d'y toucher, non c'est dégueulasse, au final la fille ne va pas y toucher. Et elle va grandir avec une méconnaissance de son corps. Et donc j'ai des patientes qui ont 20, 30, 40 ans qui ne connaissent pas leur corps. Ce qui explique que certaines femmes disent ne jamais atteindre l'orgasme, c'est dû à une méconnaissance de son corps? Très souvent, c'est dû à une méconnaissance de son corps. Alors, il n'y a pas que ça, il y a peut-être d'autres choses aussi. Voilà, tout s'apprend. Le corps, ça s'apprend, c'est pas inné. Beaucoup de gens pensent que la sexualité est innée. Non, la sexualité n'est pas innée. Il y a des expériences. Alors, c'est horrible de faire des expériences sur les animaux. Vous prenez des animaux, des chiots par exemple, vous les séparez de la mère. Vous mettez chaque chiot dans une boîte, séparée. Il n'y a aucune communication avec les enfants, avec les autres chiots. Ils ne vont pas interagir en grandissant. À l'âge adulte, ces chiens sont incapables de se reproduire. Ce qui montre bien que la sexualité n'est pas innée, la sexualité s'apprend. Et en fait, c'est au cours de sa vie, en fait, l'enfant va apprendre à devenir un adulte sexué qui peut avoir des rapports sexuels. Mais ça s'apprend. Et en fait, c'est par les jeux. Donc on a l'enfant très souvent, quand ils sont petits, eh ben, ils vont toucher leur sexe. Ils vont poser des questions aux parents. Très souvent, à 2-3 ans, ils vont regarder le sexe de l'autre. Effectivement, bah, chez un garçon, j'ai un pénis, la fille, elle a une vulve. Comment ça se fait qu'elle n'a pas de pénis? Ensuite, on a différents types de jeux. Des jeux de mimétisme. Les enfants qui jouent papa à la maman, les enfants qui jouent au docteur. En fait, ils vont apprendre à toucher le corps de l'autre, ils vont apprendre à toucher leur corps. À l'adolescence, on a des jeux de société dans les collèges et lycées. Vous savez, quand les enfants se poussent, c'est pas anodin. Le fait de pousser l'autre, eh bien, effectivement, on apprend à découvrir le corps de l'autre en le poussant, on joue avec, et on apprend. Donc c'est via l'apprentissage, via le jeu, que l'enfant va apprendre sa sexualité. Alors il y a aussi la question de toujours concernant la première fois, des clichés encore une fois qui viennent de la pornographie. Vous m'avez dit que vous intervenez en milieu scolaire notamment. Est-ce que les élèves parfois vous font part de ces clichés, et si oui, lesquels? Alors la porno véhicule beaucoup de clichés. Le premier, c'est la place de la femme. Très souvent dans le porno, on a des femmes qui veulent pas, et au final elles veulent quand même. Donc du coup, dans la vie réelle, bah, l'adolescent va se dire, bah, si la fille me dit non, en fait elle dit non, mais elle veut peut-être. C'est un non qui veut dire oui. Voilà. Et derrière, bah, ça crée des situations qui sont dramatiques, où effectivement on a des jeunes filles qui sont agressées, qui sont violées, et le garçon ne comprend pas, il dit, mais en fait elle voulait peut-être dire oui, mais moi je ne l'ai pas forcé. Alors qu'effectivement c'est une agression, c'est un viol, sauf que l'autre ne le voulait pas.
Et puis aussi à l'adolescence, il y a, comme on le disait, ce besoin du contact, même les garçons entre eux se poussent, se battent, se chamaillent, ce contact humain. Alors c'est ce qui mène parfois à des dérives, le jeu de l'olive par exemple, Oui. et donc qui est un viol, hein, c'est considéré comme étant un viol. Et donc c'est bon, ça c'est un peu en dehors de la pornographie, mais ce besoin de rapport à l'autre parfois est altéré par des images préconçues qui viennent du monde pornographique, quoi. Alors effectivement, on a l'image de la femme et la place de la femme qui est effectivement compliquée dans le porno. On a effectivement le rapport au corps. Dans le porno, vous avez des hommes avec des pénis énormes. Et donc moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir, qui me disent, écoutez, j'ai un problème, j'ai un pénis qui est tout petit. Donc ils angoissent, donc ils stressent. En fait, non, ils ont un pénis qui est tout à fait normal. C'est juste que dans le porno, ils ont des pénis démesurés. De la même manière, dans le porno, vous avez des corps qui sont sublimes, musclés, qui sont imberbes. Donc du coup, le rapport au poil est aussi problématique chez certaines personnes. Il y a des filles qui disent, et moi j'ai des poils, il faut que je m'épile. Ben non, c'est vous qui décidez si vous voulez les garder, si vous voulez les enlever. Voilà, ça véhicule vraiment de fausses images. Après, on a aussi les pratiques sexuelles dans le porno. Là, on a malheureusement des jeunes qui, lors des premières fois, vont faire toutes les pratiques possibles et imaginables. Et là, derrière, on a un problème de construction. Parce que l'enfant aura tout fait. Et après, qu'est-ce qu'il y aura de plus excitant? Eh bien, plus rien. Et on retrouve des jeunes qui ont 20 ans, qui ne sont plus du tout, ne trouvent plus de plaisir à la sexualité, parce qu'ils ont tellement tout fait, que du coup, cette sexualité est fade. Ils ont tout fait trop jeune. Ils ont tout fait trop jeune. Vous voyez, en fait, quand on est petit, à 15 ans, un mec, il voit une paire de mollets, il est tout excité, il trouve ça joli. À 18 ans, il voit une paire de seins, c'est super, c'est sympa. Et plus on vieillit, plus effectivement, on va s'habituer à ce qu'on voit. Donc il y a une espèce d'accoutumance. Donc du coup, pour être excité de la même manière, il faut à chaque fois avoir un niveau d'excitation qui est supérieur. Donc on va toujours avoir une graduation de plus en plus forte. Pour être excité de la même manière, on va toujours un peu plus loin. Donc si on fait tout de suite, qu'est-ce qui nous reste pour le reste de notre vie? Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec le docteur Sébastien Dorper, donc chef du service de santé sexuelle au centre hospitalier de Lunéville. Et on parle de la sexualité, de l'éducation à la sexualité chez les adolescents, chez les adolescents aussi, et puis parfois même chez les adultes que nous sommes. Aussi, c'est important. Alors on vient d'écouter le morceau de Travis Scott, Pornographie. Il dit dans ce morceau, dans le refrain, la pornographie nous submerge, nous sommes submergés. Alors il parle de sa position en tant qu'homme. Est-ce que cette question de pornographie, au final, met plus de pression aux hommes qu'aux femmes, et même au-delà de la pression, est-ce qu'elle les concerne plus que les femmes? Alors, le monde est en train de changer. Pendant des années, la pornographie était uniquement à destination des hommes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de filles et de jeunes filles qui consomment de la pornographie. On a même certains sites qui sont spécialisés où ils font de la pornographie pour les femmes. Virginie Despentes, qui est connue, par exemple, qui est une ancienne travailleuse du sexe, qui se penche sur ces questions-là. Oui. Du coup, ils essaient de véhiculer d'autres images de la femme. Alors, la pornographie, en tant que sexologue, je dis toujours, je suis pas là pour l'interdire. D'accord? Alors, effectivement, la pornographie devrait être interdite à tous les enfants. Un mineur n'a pas à regarder de pornographie. D'accord? Ça peut effectivement avoir des impacts et des représentations négatives, et du coup une construction de la sexualité qui n'est pas respectueuse de l'autre. Et effectivement, ces fausses croyances. Par exemple, l'éjaculation. Dans le porno, vous avez à chaque fois des volumes d'éjaculat qui sont énormes. Vous avez des hommes qui éjaculent, je veux dire, des vers et des vers de sperme. Ça aussi, ça rentre en compte dans les légendes urbaines. Pour la virilité, un homme doit éjaculer autant que dans ces films-là. Alors à chaque fois, j'explique aux jeunes que le porno, c'est comme Iron Man, c'est du cinéma. C'est pas la vraie vie, quoi. Effectivement, ça c'est cool d'avoir une armure, on peut voler dans le ciel. Et ben dans la vraie vie, effectivement, on n'éjacule pas des litres et des litres de sperme. Dans la vraie vie, un éjaculat, c'est 1, 2, 3 millilitres grand maximum. Ce qui représente très, très peu, une cuillère. Vous prenez en fait un bouchon de bouteille d'évian. On ne doit pas dire de marque, mais bouteille d'eau, voilà. Normalement, un éjaculat, c'est ça. En termes de volume, c'est pas forcément énorme. Et dans les films porno, effectivement, derrière la caméra, on mélange du fromage blanc avec de l'eau, et puis on jette sur les acteurs. En fait, voilà, c'est truqué, quoi. Pour faire un film porno,
ça dure des fois 1 heure et demie, 2 heures. Mais pour faire ces 2 heures, eh bien, il y a une semaine de films, de coupage, on refait les prises. Très souvent, les acteurs prennent des médicaments pour avoir des érections qui durent aussi longtemps. Parce que oui, la durée d'un rapport sexuel moyenne, elle est estimée à combien à peu près? Est-ce qu'il y a une estimation? Alors, j'aime pas parler de moyenne. En fait, ce qui compte, c'est la satisfaction. Il y a des hommes qui vont avoir une pénétration qui peut durer 3 minutes, 4 minutes, et ils sont satisfaits. Le couple est content, ça leur va bien. Bah, tant mieux, c'est bien. Il y a des hommes qui sont capables de durer un quart d'heure, il y a des hommes qui peuvent durer une demi-heure, il y a des hommes qui durent 1 heure, voire plus longtemps. Il faut pas avoir de moyenne. On est tous différents. Et donc, y a une pression qui est exercée quand même par rapport aux hommes. Est-ce qu'elle est exercée plus sur les hommes que les femmes? Parce qu'on a parlé beaucoup des hommes, mais quelle est la place des femmes dans tout ça? Est-ce qu'il y a aussi des clichés issus des films pornographiques qui rejaillissent sur les jeunes filles lors de leurs ébats? Ben là, c'est pareil. Une femme, elle va voir effectivement un film pornographique où il faut tout faire. Il faut faire une fellation. Il faut avoir une pénétration vaginale, il faut avoir une pénétration anale, il faut être acrobatique, arriver à faire des choses extraordinaires en étant accroché au lustre, à la penderie ou autre. Non, quoi. Chacun fait comme il le veut, comme il l'entend. En fait, on a cette injonction de performance. Un rapport sexuel, il doit être performant. On doit pouvoir bouger, on doit pouvoir crier. Effectivement, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer verbalement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de crier. Il y a des gens qui ont besoin de pénétrer, il y a des gens qui n'ont pas besoin de pénétration. En fait, c'est en découvrant son corps, en découvrant sa sexualité avec l'autre, qu'on va essayer des pratiques sexuelles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et on n'est pas obligé de les faire. Et vous voyez, dans le porno, cette injonction de tout faire, effectivement, peut poser des problèmes. Est-ce que ça peut créer des traumatismes par la suite? Ah, clairement. Quel type? Alors, quel type? Moi, j'ai pas mal de jeunes qui ont la vingtaine, 20, 25 ans. Ils ont tellement consommé de porno qu'en fait, on est dans une intellectualisation de la sexualité. Parce que quand on regarde un film, ça passe par le visuel. Et les autres sens sont complètement éteints. Donc du coup, le toucher, il n'y en a plus. Le goût, il n'y en a plus. Parce qu'embrasser quelqu'un, on sait que chaque peau a une odeur différente. Chaque peau a un goût différent. Et sur une personne, le goût de la peau du cou n'est pas la même que la main, n'est pas la même que la jambe, n'est pas la même que le sexe. Chaque zone corporelle a des goûts, des odeurs différentes. Et vous voyez, l'idée, c'est de faire travailler tous les sens. Le problème du porno, c'est qu'on est fixé que sur le visuel. Et à un moment donné, les personnes n'ont plus d'imaginaire érotique. C'est-à-dire que au lieu de se concentrer sur d'autres zones, donc d'autres sens, pardon, que sont l'ouïe, le toucher, l'odorat, à cause du porno, il y a des jeunes qui vont se concentrer seulement sur l'aspect visuel, quoi. Seulement sur l'aspect visuel. Et donc forcément, vous regardez du porno qui est avec des décors magnifiques, vous passez à la vraie vie, il y a une déception. Parce que votre partenaire n'est pas une actrice porno, votre partenaire n'est pas un acteur porno, et du coup, forcément, ça n'a pas le même rendu. Donc du coup, en termes d'excitation, c'est plus compliqué, donc on a moins envie, donc on a des pertes d'érection, donc on a une libido qui est vraiment en baisse. Et on a beaucoup de jeunes, effectivement, qui préfèrent regarder du porno que ressentir une sexualité. C'est effectivement, ils n'arrivent plus à utiliser tous leurs sens lors du rapport sexuel. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 avec docteur Sébastien Dorper, chef du service de santé sexuelle au centre hospitalier de Lunéville. J'ai des messages d'auditeurs et d'auditrices qui boivent littéralement vos paroles, donc ils sont très attentifs aux messages que vous distillez aujourd'hui. Merci. Alors, on vient d'écouter donc le morceau des Poetic Lovers, Prenons notre temps. Prendre le temps, c'est vrai que c'est une question très très importante dans la sexualité. Parfois, on est face à des ados qui se pressent un peu de découvrir le corps de l'autre, et puis quand ça se passe mal, ça peut mener à des situations un peu délicates. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Alors quand vous disiez prendre le temps, en fait on a toutes les études internationales qui montrent que plus on éduque à la sexualité un enfant, plus il va rentrer tard dans la sexualité. Vous voyez, il y a beaucoup de parents qui pensent que ne pas en parler, du coup ça va
ils vont rien savoir de tout ça, et du coup, ils vont rentrer Ils tard vont dans se la désintéresser, sexualité. quoi. Ils vont se désintéresser de la sexualité. Alors que c'est tout le contraire. Dès lors qu'on interdit à un enfant, qu'on n'en parle pas, du coup, il a besoin, à l'école, il en entend parler par ses copains, donc en fait, il va apprendre tout seul. Et vous savez que quand on apprend tout seul, et quand on apprend sur les réseaux sociaux, On fait quand souvent mal. on fait souvent mal, et souvent l'information n'est pas bonne. Donc il vaut mieux être là et accompagner, alors distiller, leur donner la bonne information, plutôt que leur interdire. C'est comme le sachet de bonbons. Vous mettez un sachet de bonbons sur la table, le soir vous rentrez, il n'y a plus rien. Par contre, vous les éduquez depuis tout petit qu'il y a un sachet de bonbons, mais qu'on n'y prend que quand on en a envie, et bien du coup, on ne saute pas dessus, quoi. Interdire, c'est pas protéger, contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, interdire, ça crée le foutoir. C'est cette question de transmission, d'inhibition des parents qui eux-mêmes en fait n'ont pas appris de par leurs parents, donc qui ne transmettent pas automatiquement ces réflexes-là à leurs enfants, quoi. En fait, on sait que le tabou est transgénérationnel. C'est-à-dire, effectivement, les parents, on n'aura jamais parlé de sexualité. Ils ont découvert tout seuls. Donc, du coup, dans leur schéma de pensée, ils vont penser que, du coup, il faut reproduire la même chose. Vous savez, quand on est éduqué, on essaye de transmettre à ses enfants l'éducation qu'on a eue. Et le problème, quand on a reçu une mauvaise éducation, eh ben, on va retransmettre cette mauvaise éducation. Et donc, à partir du moment où vous coupez cette chaîne infernale, et quand des parents vont se dire, ok, j'ai compris, parce que plus je vais éduquer, moins mon enfant va prendre de risques, moins mon enfant va rentrer tôt dans la sexualité, et plus il va rentrer dans une sexualité qui est épanouissante, on a tout à y gagner. Dès que les parents ont compris ça, eh ben on sait que les parents derrière vont éduquer leurs enfants. Et quand les enfants sont éduqués, eh ben du coup, quand ils seront plus grands, eh ben pour eux, il n'y aura pas de tabou. Et ils vont reproduire ce schéma positif avec leur propre enfant. Et en fait, on va avoir une chaîne vertueuse. Il faut éduquer. Éduquer, c'est important. Sur cette question d'éducation, il y a donc un volet qui est prépondérant aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux notamment, c'est le phénomène du revenge porn, ou on peut appeler aussi le phénomène des fichas. Donc le but étant d'afficher sur les réseaux le corps ou les parties intimes d'une partenaire ou ex-partenaire dans le but de se venger d'une déception amoureuse ou autre. Ce matin, j'ai pris le temps d'aller rencontrer certains policiers pour leur demander ce qui était encouru. Alors ils m'ont parlé d'une infraction qui est une sorte de harcèlement, le revenge porn. C'est une action qui est de nature à porter atteinte à l'intégrité, à l'intimité d'autrui, atteinte à la vie privée. Si la personne qui est victime de ce revenge porn a moins de 15 ans, la situation est encore plus grave. Le diffuseur le diffuseur risque la prison, pardon. Parce qu'il y a un impact psychologique sur la victime qui est très présent. Alors pour les policiers, ils comparent ça au viol en termes d'impact psychique. C'est une infraction qui même si elle est jugée, ne permet pas de reconstruire la victime en fait. La victime va rester enfermée dans cet avilissement en fait, dans cette façon de dégrader son image publiquement. Est-ce que vous en parlez aux jeunes? Alors, effectivement, on en parle aux jeunes. Alors, il y a deux aspects que je voudrais bien aborder. C'est effectivement, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables, aujourd'hui, notre intimité, on va dire, elle est moins protégée qu'avant. C'est-à-dire que très souvent, des jeunes se mettent en couple et soit se prennent en photo, soit s'envoient des photos de leur partie génitale ou alors de leur corps dénudé où on reconnaît leur visage. Et derrière, quand le couple n'existe plus, l'autre a toujours les photos et l'autre très souvent va effectivement se venger, va faire du chantage. Effectivement, c'est extrêmement catastrophique pour ces jeunes. On a un ancien ministre, par exemple, qui effectivement avait transmis des photos de son sexe. Benjamin Griveaux. Effectivement, et on l'a reconnu parce que il avait un grain de beauté caractéristique sur sa main. Et effectivement, tout le monde a pu voir le pénis de notre ministre. Et vous voyez, c'est important. Transmettre des photos, oui. Alors, interdire aux jeunes, vous savez que quand on interdit, ils le font quand même. Par contre, les éduquer, leur dire qu'il y a des risques derrière. Il vaut mieux pas le faire, mais que si jamais un jour ils le font, eh bien on envoie des photos de son corps où on ne peut pas le reconnaître. Vous voyez ? C'est-à-dire, on n'est pas idiot. On sait bien que si on leur interdit, ils vont le faire quand même. Donc l'idée, c'est de les protéger. L'idée, c'est de les accompagner. Leur dire, voilà, il y a des risques derrière. Donc il faut que tu comprennes que si tu le fais, il y a un risque.
Et si tu veux prendre ce risque, essaye de le limiter en envoyant des photos où on ne te reconnaisse pas. Et c'est un délit passible d'une peine de 2 ans de prison et de 60 000 euros d'amende quand même. Hein, donc, c'est la prescription, elle a lieu seulement au bout de 6 ans. Donc, il faut vraiment dissuader les jeunes de commettre ces actes-là. Donc, que ce soit l'auteur du revenge porn ou la personne qui partage. C'est-à-dire que si un jeune repartage une image de revenge porn, il est coupable également. Et il se retrouve dans le délit en tant que complice. D'où l'importance encore de les éduquer sur effectivement les méfaits effectivement des réseaux sociaux en général sur la sexualité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement, vous avez dit, il y a des jeunes derrière qui ont la vie qui est foutue, la vie brisée. Alors, c'est pas une fatalité. Vous voyez, moi, dans mon service, on a une infirmière qui gère le traumatisme, on a une psychologue qui est aussi sexologue. On a d'autres professionnels de santé, des médecins, des sages-femmes, des urologues. Et en fait, on va permettre aux gens de se reconstruire. C'est comme les personnes victimes de violences sexuelles. Effectivement, nous, on les prend en charge et on leur permet de se reconstruire, de retrouver une sexualité qui est épanouissante. Parce que ça crée des blocages. Ça crée des blocages parce que très souvent, les gens qui ont subi une agression, qu'elle soit visuelle, verbale, physique, dans le domaine de la sexualité, on va avoir des traumatismes, on va avoir des blocages. Et du coup, ils associent la sexualité à quelque chose de négatif. Donc ça obstrue leur épanouissement sexuel. Clairement. Et très souvent, on a une asexualité parce qu'on a subi des agressions. Nous, l'idée, c'est de les prendre en charge pour à la fois régler le trauma, à la fois régler les problèmes psychologiques qu'ils peuvent avoir, et leur permettre de les reconstruire et de remettre une sexualité qui soit positive, respectueuse et source de plaisir. Il y a aussi la question des comportements à risque, c'est-à-dire que par rapport aux protections chez les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à quel moment on peut délaisser le préservatif? Alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le préservatif est l'unique et le seul moyen de prévention contre les IST et les risques de grossesse. Alors pour les risques de grossesse, effectivement, on peut mettre en place des contraceptions. Donc là, effectivement, on n'est peut-être pas là pour détailler effectivement tous les types de contraception qu'on peut mettre en place. Par rapport aux IST, effectivement, aujourd'hui, on a des traitements qui existent de préexposition au VIH, mais ça réduit le risque d'attraper le VIH. Mais ça ne protège pas du tout des autres infections sexuellement transmissibles. Chez certains jeunes vont dire oui, mais aujourd'hui, il y a des médicaments, on en vit bien, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il faut savoir que sur les 5 dernières années, on a une explosion du nombre des IST parce que les gens pensent qu'effectivement, oui, je prends un médicament. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en couple, c'est un couple stable et que vous allez tous les deux faire un dépistage des IST pour vous assurer qu'aucun des deux n'a de pathologie, n'a de maladie, d'infection, là, effectivement, on peut abandonner le préservatif. Donc là, effectivement, il n'y a pas trop de risques. Par contre, si on est jeune et que tous les soirs, on a un ou une nouvelle partenaire, effectivement, le temps qu'on a dépisté cette IST, les jours passés, vous avez pu transmettre cette IST à n'importe qui. Donc oui, vous êtes protégé. Et on sait que très souvent, les gens n'ont pas le téléphone de tous leurs anciens partenaires. Et donc, du coup, comment les prévenir? Et donc, comme ça, on a les IST qui se développent et qui continuent. Donc, c'est pas une raison. C'est pas parce qu'aujourd'hui, pour certaines IST, on a des traitements, qu'on doit faire n'importe quoi. Le préservatif est l'unique moyen qui permet de se préserver des IST. Et sur les risques de grossesse aussi, de grossesse infantile, entre guillemets, qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous rencontrez? On a aussi, en tant que légende urbaine, on a beaucoup de jeunes qui pensent que se retirer après avoir d'éjaculer permet de ne pas tomber enceinte. En fait, lorsqu'on est en érection, on a ce qu'on appelle du pré-sperme qui va sortir. Donc on a 2-3 gouttes, effectivement, de sperme, où il y a des spermatozoïdes. Et donc si on pénètre, même si on se retire avant éjaculation, la fille peut tomber enceinte. On a aussi certains garçons qui pratiquent l'éjaculation sur la vulve, en se disant j'éjacule dessus, j'éjacule pas à l'intérieur, derrière il n'y a pas de souci. On a quelques cas de grossesse parce qu'un garçon a pu éjaculer sur la vulve. Donc ce que vous conseillez aux jeunes, c'est vraiment de se protéger au maximum. Alors, le préservatif pour les IST et pour les grossesses non désirées, c'est soit le préservatif, ou alors si on est en couple stable et du coup le risque d'IST est écarté, effectivement, on peut mettre en place une contraception. Alors
Alors pour terminer cette émission, est-ce que vous avez des conseils à donner encore une fois, hein, on va un peu tout au long de cette émission à l'encontre des clichés, des idées reçues, des légendes urbaines. Quels conseils vous avez à donner aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent? Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, votre corps est en train de changer. Et le corps va changer toute sa vie. Vous savez, à 50 ans, on n'a pas le même corps qu'à 25 ans. Donc en termes de performance, on ne va pas faire les mêmes choses. On n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins. Le corps change. Donc oui, c'est compliqué. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre en permanence. Parce que votre corps, il va bouger votre corps. Donc vous avez le droit. Personne ne peut vous interdire. Ni vos parents, ni vos potes, votre amis, l'entourage familial, l'entourage religieux, l'entourage éducatif. Personne n'a à vous interdire à découvrir votre corps. Votre corps vous appartient. C'est votre temple. Personne n'a le droit d'y toucher sans votre consentement. N'ayez pas peur. Découvrez-le, apprenez à vous en servir, et vous verrez que la sexualité à deux sera encore meilleure. Et par rapport aux complexes, que dire? Alors, les complexes, ça reste des complexes. Il y a des professionnels de santé, dont les sexologues, qui sont là pour gérer avec vous les complexes. Les problèmes de taille de pénis, ça c'est un complexe qui est typiquement masculin. C'est ce qui revient le plus? Ah oui, à tous les hommes, comment dire, le complexe du vestiaire, où effectivement, forcément, il y a plein de mecs autour de vous. Et ben, il y en a forcément un qui a un pénis plus gros que vous, donc du coup, ils vont tous complexer. Lui, il y a des pénis plus grands, mais lui, il y a des pénis plus petits. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Et puis, un vagin, c'est pas une cavité. Beaucoup de jeunes pensent que si j'ai un petit pénis, je ne peux pas provoquer de plaisir à ma copine. Ben non, c'est faux. Le vagin, c'est pas une cavité. Le vagin, c'est fermé et il va s'adapter à la taille du pénis. Donc on peut apprendre du plaisir, quelle que soit la taille du pénis. Eh bien, sur ces mots, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Sébastien Dorper. Donc, je rappelle que vous êtes chef du service de santé sexuelle au centre hospitalier de Lunéville. Et quant à nous, on se retrouve, chères auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.